Bonjour, Bonjour à toutes et à tous. je vois que les participants nous rejoignent. Il y a déjà 58 participants, c'est génial. Nous, nous accueillons sans cesse de nouveaux participants. Nous allons attendre encore quelques secondes le temps que les derniers participants se connectent. Ensuite, nous allons commencer. Je propose que nous commencions la réunion. Nous commençons plus ou moins à l'heure. Bonjour à tous, chers participants. Merci infiniment de votre présence. C'est un plaisir pour moi de vous présenter cet événement. J'espère que du point de vue technique, tout va bien. Pour la première fois, nous utilisions Interprify, qui est une plateforme innovatrice qui devrait vraiment nous permettre de tenir nos débats simultanément en français et en anglais. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer dans dans l'une ou dans l'autre langue. Et la traduction simultanée est mise à votre disposition. J'espère que ça fonctionne bien. Vous avez également reçu un PDF vous expliquant comment utiliser la plateforme. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à prendre contact avec nous ou avec notre technicien en appuyant sur l'icône dans la boîte de dialogue. Alors, à titre d'information, cet événement sera enregistré et sera mis à votre disposition sur notre site internet. Voilà pour les questions logistiques. Maintenant, je vais passer au contenu de cet événement. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les approches novatrices de l'apprentissage inclusif. Qu'entendons-nous par là? Eh bien, le- en l'apprentissage tout au long de la vie, le développement des compétences et l'objectif de la session de ce jour est d'une part de vous présenter ce qui a été accompli au cours de l'année et demi qui vient de se terminer, sur l'apprentissage inclusif et faire en sorte que la formation, l'éducation pour tous puisse se faire en utilisant des solutions novatrices. Cet événement est l'aboutissement du travail de nombreux collègues, d'organisations partenaires avec le réseau d'éducation et le réseau économique de développement économique inclusif. Pendant plus d'un an et demi, nous avons échangé, nous avons rassemblé toutes les expériences pertinentes, nous avons partagé les meilleures pratiques, les enseignements tirés, les difficultés rencontrées et nous les avons rassemblés. Merci infiniment. Je remets mes plus sincères remerciements à toutes les personnes qui ont participé à cette communauté de pratique. Merci à tous les membres du réseau suisse pour l'éducation qui nous ont accompagnés dans cette entreprise et merci infiniment à tous de cette coopération. Sur ce, alors, nous allons partager les résultats. C'est un peu le résultat de nos recherches. Nous allons présenter ce que nous avons trouvé et nous allons vous présenter deux outils qui ont été développés. D'une part, un recueil de cas de projets novateurs qui ont été utilisés, qui ont utilisé les technologies d'information et de communication et un guide technique sur la façon de créer des solutions d'éducation fondées sur les technologies d'information et de communication, l'éthique. Voilà.
Et nous avons prévu de traduire le guide technique en français. L'ordre du jour, comme vous pouvez le voir, il y a une liste très fouillée d'orateurs qui ont un bagage dans de nombreux domaines. Nous allons maintenant passer à l'ordre du jour. Tout d'abord, nous écouterons notre collègue de la division apprentissage et connaissances, Pascal. Donc, il va nous parler de la stratégie de la Suisse de la coopération internationale et la numérisation. Donc, la participation de l'Agence suisse de développement et de coopération. Nous allons écouter trois exemples de projets novateurs et ensuite nous aurons du temps pour tenir les débats riches pendant plus ou moins une demi-heure. N'hésitez vraiment pas à poser des questions dans la boîte de dialogue ou écrivez votre nom et on vous donnera la parole. Ou alors vous pouvez également lever la main. Et enfin, Lars nous fera les remarques de conclusion. Merci infiniment de votre participation. Nous sommes impatients de suivre les différents exposés et d'avoir cet échange avec vous à la suite. Nous vous souhaitons un bon événement. Voilà pour ce que j'avais à dire. Je passe maintenant la parole à Pascal. Merci infiniment, Basilio. Bonjour toutes et à tous. Je suis Pascal de la division apprentissage et connaissances qui a été récemment désigné point focal pour la numérisation à l'Agence suisse de développement et de coopération. Merci de nous donner cette occasion de vous présenter la façon dont la numérisation est ancrée dans les différents documents stratégiques du département fédéral des affaires étrangères, qui sont les différents domaines d'action et ceux qui sont d'intérêt pour le SDC directement. Et je vais également vous l'illustrer avec des exemples. Conformément à l'agenda 2030, coopération, la stratégie de coopération de la Suisse 2021-2024 a pour objectif de se servir pleinement du plein potentiel des nouvelles technologies pour la réduction de la pauvreté et le développement durable. Un autre document, la la stratégie politique 2000-2023 identifie également la numérisation comme étant une priorité avec pour objectif de positionner la Suisse en tant que pôle international de la gouvernance numérique. Ensuite, la stratégie de politique étrangère numérique 2021-2024 a été mise en place et son cadre conceptuel définit clairement quatre domaines d'action, desquels qu'on porte directement sur le SDC. Comme vous pouvez le voir sur la diapo, ces quatre domaines d'action et les deux qui portent sur le SDC sont la prospérité et le développement durable. Le deuxième, la, la gouvernance numérique. Je vais entrer un peu plus dans les détails de ces deux aspects. Nous avons divisé ce premier domaine, donc prospérité et développement durable, en deux aspects, donc Tech for Good et FinTech. La transformation numérique est en cours dans de nombreux secteurs d'activité et cela inclut dans les pays à faible et moyen revenu, les services de banque, le transport, la santé, l'éducation, et le SDC encourage l'innovation numérique qui répond à des besoins véritables dans les pays partenaires permettant de combler le fossé numérique entre le nord et le sud. Et cela est une priorité. Cela permet d'exploiter le plein potentiel des nouvelles technologies pour la réduction de la pauvreté. Les... Donc ça, c'est le Tech for Good. Le SDC promeut également l'utilisation des technologies numériques pour un financement durable. Grâce aux solutions FinTech, les
petits exploitants peuvent, par exemple, utiliser leur téléphone portable pour transférer de l'argent, même à partir de régions reculées. Il y a de différents projets dans ce domaine, comme AgriFin Mobile, qui offre des informations, des conseils et des services de microfinance aux petits exploitants en Indonésie, en Ouganda et au Zimbabwe, ou dans le domaine de la migration. Et la SDC appuie l'utilisation de la technologie blockchain pour des transferts d'argent fiables et les transferts de fonds. Deuxième domaine d'action, la gouvernance numérique. La gouvernance numérique est une question de développement. Les modèles économiques durables sont nécessaires pour faire en sorte que l'accès aux technologies numériques soit équitable et ne contribue pas à euh, élargir davantage le fossé euh, numérique. Nous prônons cette utilisation des technologies pour ne laisser personne derrière, et il faudra adopter des cadres réglementaires et politiques pour une utilisation responsable des technologies numériques. À cette fin, le SDC s'est lancé dans la création et la négociation de résolutions et stratégies clés. Par exemple, le SDC soutient la création de réglementations robustes pour l'utilisation responsable des données relatives à la santé, des négociations avec l'OMS et la stratégie numérique. Le SDC promeut l'alignement des acteurs, une meilleure coordination de l'innovation numérique. Nous avons créé le pôle de Genève pour la santé numérique. Le SDC promeut également l'utilisation des nouvelles technologies pour une meilleure transparence et une meilleure gouvernance. En gros, nous pouvons dire qu'au SDC, nous avons la conviction qu'il n'y a pas de développement durable sans numérisation. Cependant, la numérisation n'est pas une fin en soi. C'est un moyen, c'est un accélérateur puissant pour réaliser les objectifs de l'agenda 2030. Ensuite, passons à la diapo suivante. Il y a ces deux domaines d'action, Tech for Good et la gouvernance numérique, sont également reflétés dans un autre document qui a été publié en 2019 par le SDC. Et cela veut dire 2 ans plus tôt, donc avant les deux autres documents que j'ai mentionnés. Ici, c'est les orientations stratégiques du SDC pour l'intégration de la numérisation dans la coopération internationale. Ce document, comme vous pouvez le voir sur la diapo, ajoute un pilier supplémentaire, à savoir la transformation numérique interne, donc au sein du SDC. C'est d'ailleurs le premier pilier dans cette illustration. Cet aspect est essentiel pour l'institution, bien que ce ne soit pas au cœur du webinaire de ce jour, mais c'est un pilier qui revêt une importance majeure. La transformation numérique au sein de l'institution, et le SDC a pour objectif de se lancer dans la transformation qu'il prône pour les pays partenaires. Le SDC vise à adapter son travail au potentiel technique existant, en se numérisant là où cela peut être utile. Nous aimerions également viser une transformation. Cela veut dire ne pas seulement traduire euh, l'analogique en numérique, mais se transformer afin d'améliorer les processus, la qualité des données et leur, leur utilité. Trois domaines clés ont été identifiés: la gestion des données, la coopération électronique et les outils de gestion. Par exemple, nous avons des projets en cours sur le terrain, et les résultats et ces projets usent des logiciels qui sont utilisés pour gérer les données relatives aux résultats. Nous sommes également dans la phase d'orientation de cette affaire. Il y a de nombreux autres projets qui sont en cours, et ils sont en phase de conceptualisation et de mise en œuvre en coopération avec ITFDFA. Au
Au début de l'année 2022, la SDC créera une plateforme. Je pense que c'est également important de mentionner ce pilier qui montre que les institutions euh, vont également connaître leur propre transformation. Voilà, je vais en rester là. Je suis disponible si vous avez des questions euh, plus tard. Merci infiniment. Très bien. Merci infiniment, Pascal. Je pense qu'il est important que nous soyons vraiment alignés sur cette stratégie globale et que nous soyons convaincus que dans le domaine de l'apprentissage, nous pouvons utiliser, comme vous l'avez dit, Pascal, les technologies d'information et de communication à une certaine fin afin d'améliorer l'apprentissage et cela inclut euh, l'apprentissage de qualité. Je vais essayer de vous faire vous donner une idée de notre expérience au SDC. Bien entendu, c'est impossible de le faire en 10 minutes, donc je vais essayer de vous donner un petit aperçu de ce que nous avons pu rencontrer. Ce que nous avons vu, c'est que dans les plus de 20 projets qui ont occupé notre attention au cours de 2 dernières années, nous avons pu appuyer plusieurs formes ou non, on peut appuyer plusieurs euh, plusieurs apprenants, pardon, afin d'atteindre plus objectifs d'apprentissage. C'est exactement ce que nous voulons. Nous voulons aider les apprenants à atteindre leurs objectifs. Et nous l'avons fait dans de nombreux domaines et de plusieurs façons. Par exemple, au Kosovo, où 27 femmes euh, agricultrices ont utilisé l'application Viber qui était sur leur téléphone et il a une- elles ont, et là on se demande comment ces femmes communiquaient, eh bien elles utilisaient l'application pour donner, donc avoir accès à des, du matériel pédagogique et pour envoyer des retours, poser des questions, pour que les apprenants acquièrent de la connaissance, mais comprennent la matière et pour également qu'ils puissent donner leur avis sur leur expérience, s'ils ont eu des problèmes dans l'application de ce qu'ils ont appris. Autre exemple, le Mali, où quelques 1600 personnes, des adultes et des jeunes, ont été soutenus dans la formation informelle dans le domaine des langues et des compétences de base. Ces projets ont utilisé des applications Android interactives afin que les apprenants puissent avoir accès à de la connaissance et qu'ils puissent également pratiquer avec l'application. L'application, bien entendu, se trouve en ligne, mais ils utilisent également des versions qui ont une fonctionnalité d'utilisation non connectée, ce qui est très important dans certaines régions où il n'y a pas d'accès de connexion à Internet. Le troisième exemple que j'aimerais évoquer ici, c'est les 1200 jeunes au Honduras qui ont été appuyés dans l'apprentissage mixte avec une formation en ligne, comme vous pouvez le voir ici avec la photo de Zoom, et ils se sont formés pour les phases pratiques. Ils ont acquis de la connaissance, ils étaient prêts à mettre en application cette connaissance euh, une fois que les ateliers ont été euh, mis en place. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de façons et les exemples sont légion, plus de 20 projets qui montrent comment nous avons appuyé les apprenants de plusieurs façons et vous trouverez le résumé dans 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 ce recueil de cas et vous pouvez le télécharger. Donc je vous invite à vraiment y jeter un œil. Vous verrez des informations très intéressantes sur ce que nous avons appris, sur ce que ces projets nous ont permis de réaliser. Je pense que la plupart d'entre vous savent que nous avons une communauté de pratique avec quelques 60 réunions et nous avons abordé plusieurs questions et j'aimerais mentionner trois points qui, à mon sens, sont
d'apprentissage important. Tout d'abord, trop de personnes pensent que l'apprentissage électronique est un apprentissage à sens unique, mais nous nous rendons compte que cela peut être coopératif et motivant. Par exemple, prenons la Bolivie, où une centaine de directeurs, de professeurs ont été formés dans les compétences numériques pour le marketing, et ils ont pu parler des questions qu'ils avaient en ligne sur une plateforme dédiée en ligne. Et c'est très intéressant. Les projets ont lancé une compétition entre ces 70 institutions pour créer une, une page Facebook pour promouvoir leur offre. Ce fut un véritable succès. Et il y avait près de 1000 euh, followers, et ces institutions ont appris à réagir rapidement à, aux jeunes qu'ils veulent toucher. Autre exemple que j'aime du Bangladesh, où une équipe a contacté les paramédicaux, les travailleurs dans le domaine paramédical via la page de Facebook. Et là, ils ont vu que de nombreuses personnes avaient accès au contenu très rapidement. Ils ont reçu des retours, des questions, et je pense que vraiment, il y a un véritable échange. Vous pouvez contacter de nombreuses personnes rapidement et comprendre quelles sont leurs questions. Et Et finalement, vous enfin, avez... l'exemple du Cambodge, où nous avions des assistants qui ont appris à, à parler de la préparation de plats via Zoom. Ils ont créé de petits groupes qui interagissaient avec les professeurs, les tuteurs, et ils ont reçu des retours, ils ont pu donner leur avis, et c'est une expérience totalement différente et nouvelle, et très pratique également. Deuxième point que j'aimerais mentionner, je vois encore et encore des gens qui se concentrent beaucoup sur les plateformes, par exemple. Euh, Ils disent, eh bien, nous voulons mettre en place une belle plateforme, créer une expérience d'utilisateur agréable. Bien entendu que c'est une bonne chose, mais il faut toujours nous rappeler que nous voulons toucher des apprenants, nous voulons comprendre le contenu qui sera transmis, comment l'apprenant va utiliser la plateforme, comment vont-ils s'en sortir. Ici, nous voyons plusieurs aperçus dans des projets qui l'ont fait au, au Kenya, au Honduras, en Ukraine, et ils ont réussi à travailler de manière interactive avec les apprenants. Je vais passer cette diapo et je conclurai sur celle-ci. Certains projets sont, sont parfois surpris car les organisations euh, changent. Nous travaillons beaucoup avec la technologie, nous essayons de l'appliquer, nous voulons appuyer la pédagogie, les méthodes d'apprentissage, d'enseignement, mais ce faisant, nous changeons beaucoup l'organisation. Donc, je pense qu'il est important d'être prêt à voir que nous devons réorganiser la façon dont nous menons des formations, comment nous appuyons les apprenants. Une fois de plus, je n'ai plus évoqué que trois euh, de nos découvertes dans le guide technologique que vous trouverez dans les documents de cette plateforme. Vous verrez une vision systématique de comment euh, créer cette comment créer et gérer la technologie. Je remercie infiniment tous les gestionnaires de projets qui ont contribué
à ce guide. C'est vraiment un travail de coopération et vous pourrez y voir beaucoup d'exemples. Voilà pour la Suisse. J'aimerais maintenant donner la parole à Björn qui va nous partager des idées, ses points de vue sur la perspective mondiale euh, qu'il a pu euh, retirer du, du pôle principal pour la technologie. Bienvenue Björn. Nous ne vous entendons pas. Voilà, ça c'est un... Alors, pendant que Björn essaye de régler ses problèmes de son. Ah, ça devrait être bon maintenant. Oui, oui, parfait, parfait. Oui, alors je pense que c'était un problème de mon côté, désolé. Alors, c'est un véritable plaisir d'être ici avec vous. J'adore toutes les inspirations que j'entends du SDC et j'adore la façon dont vous avez organisé cet événement. Je pense que ce sont des sujets très intéressants. Je m'appelle Björn Asser. Je suis directeur du EduTech Hub. C'est un programme pour la recherche en matière de technologie de l'éducation. Et nous nous concentrons particulièrement, pas seulement sur les technologies de l'éducation, mais principalement sur la manière dont elles contribuent aux résultats en matière d'apprentissage. Parce qu'il y a de nombreuses choses que nous pouvons faire avec la technologie, c'est vrai, des choses utiles, bien sûr, mais l'objectif que nous avons et que nos donateurs ont, c'est d'améliorer les résultats en matière d'apprentissage. Et cela est lié avec les éducations de la technologie. Nous devons les employer de manière rentable tout en ayant un impact sur l'éducation des enfants. Et donc, au sein de l'EduTech Hub, nous recevons du financement du Royaume-Uni, de la Banque mondiale, de la Fondation Bill Gates et d'autres entités pour mener des recherches sur les résultats en matière d'éducation grâce aux technologies de l'éducation. Et donc, je vais aujourd'hui vous présenter les tendances mondiales et des bonnes pratiques. Alors, ici, j'ai fait une petite classification qui n'est pas très rigoureuse, contrairement au travail que nous faisons. Mais dans tous les cas, il s'agit ici de mon point de vue personnel sur la manière dont nous identifions certaines priorités, certains sujets émergents et certains sujets que l'on néglige trop souvent. Alors, pour ce qui est des priorités, je pense qu'il s'agit des questions qui devraient éclairer la majorité des investissements et des efforts. Et donc, c'est sur quoi nous nous concentrons. La première chose, c'est le développement professionnel des enseignants. Alors, ça peut paraître un peu ennuyeux, c'est vrai. Ah oui, on nous a demandé de venir et ils nous parlent encore du développement professionnel continu des enseignants. Mais le problème, c'est que il y a un fossé énorme euh, entre la manière dont ce développement est mis en œuvre et la manière dont il est censé être très efficace, principalement dans les pays à faible revenu. Nous savons que même si ce développement professionnel des enseignants est mis en œuvre, il n'est pas mis en œuvre de manière efficace. Et en fait, ce n'est pas que ça se passe mal de temps en temps, par accident, euh, mais en réalité, ce qu'il se passe, c'est que le développement professionnel continu des enseignants dans les pays à faible revenu ne suit pas les meilleures pratiques qui ont été établies dans ce domaine. Et oui, on nous dit, mais ça fait 20 ans qu'on fait cela et rien ne change. Mais oui, c'est vrai.
En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a autre chose dans ce domaine qui n'est pas seulement du développement professionnel des enseignants. Et donc, nous essayons de voir comment les technologies peuvent nous rapprocher d'une meilleure exécution de ce développement professionnel des enseignants. Et bien sûr, il y a de nombreux éléments. Je n'ai pas le temps de rentrer en détail, mais j'aimerais beaucoup en parler avec chacun et chacune d'entre vous. Alors, le prochain élément, c'est l'apprentissage personnalisé numérique. C'est quelque chose que nous adorons tous, non? Mais le problème, c'est que l'apprentissage personnalisé numérique n'est pas pertinent pour les populations les plus marginalisées. L'apprentissage en ligne, l'apprentissage virtuel, tout ce que l'on fait, notamment à cause de la pandémie, eh bien, ce n'est pas pertinent pour les communautés les plus marginalisées, simplement parce qu'elles n'ont pas accès aux technologies. Oui, mais moi, j'étais dans ce village, dans cette zone rurale, et tout le monde avait des téléphones portables. Oui, bien sûr, mais à partir du moment où vous avez un téléphone portable, vous n'êtes plus marginalisé. Alors ici, je ne dis pas que ne devriez pas avoir de soutien, bien sûr, mais il ne s'agit pas ici des communautés les plus marginalisées. Elles sont peut-être marginalisées, mais ce ne sont pas les plus marginalisées. Quand on regarde les données de l'UNICEF de l'année dernière, par exemple, il y a seulement 50% des pays, des personnes, pardon, en Afrique qui ont accès à ces contenus d'apprentissage en ligne. D'accord, c'est chouette, 50%, mais ça veut dire que les 50 autres pourcents n'y ont pas accès. Et donc la question, c'est de savoir sur qui ciblons-nous nos efforts. Et ici, nous nous concentrons principalement sur les communautés les plus marginalisées qui n'ont pas accès à cette technologie. C'est vrai que parfois, certaines personnes dans les villages ont des smartphones, mais elles n'ont peut-être pas de réseau, par exemple. Et donc, je pense qu'ici, ce sont des éléments à prendre en compte. Et donc, pour l'élément suivant, c'est-à-dire les données pour prendre des décisions, nous essayons de voir comment nous pouvons utiliser ces données d'un point de vue individuel, parce que certains individus n'ont pas accès à ces technologies. Donc, nous essayons d'utiliser ces données. Nous nous penchons également sur la question du contenu numérique, parce que parfois, nous pouvons aussi imprimer certains contenus. Nous pourrions réduire les coûts. Alors, mon point de vue, c'est que nous pourrions réduire les coûts des cahiers et des livres d'apprentissage et les proposer pour 4 fois moins cher. Selon moi, il n'y a pas de raison pour laquelle les enfants ne pourraient pas avoir de cahiers ou de matériel imprimé pour l'instant. Tous les enfants pourraient avoir un manuel d'apprentissage, par exemple. Et donc, le contenu numérique est important, c'est vrai, mais c'est aussi important parce qu'on peut l'imprimer. Et donc, il y a de nombreuses perspectives sur la question, bien sûr, et nous avons essayé de reprendre les perspectives les plus importantes. Donc, voilà certains des sujets sur lesquels nous nous concentrons en priorité. Il y a aussi des questions émergentes qui permettent le renforcement de nos capacités. Alors, je pense que un domaine très important, c'est le domaine de la participation et des messages que l'on envoie. Alors, on a vu des améliorations dans ce domaine, c'est vrai. On peut parfois utiliser des messages SMS pour communiquer dans les chats. Si vous n'avez pas de smartphone, par exemple, vous ne pouvez pas télécharger, ou si vous avez un smartphone de base, vous n'avez pas nécessairement une très bonne connexion. Cependant, ce qu'on a vu, c'est que quand vous avez un smartphone, les gens sont principalement enclins à utiliser des choses comme WhatsApp, par exemple. Et donc, on pourrait utiliser des façons intéressantes d'utiliser, par exemple, les messages, et on doit mieux comprendre cela. On doit mieux comprendre comment cela pourrait en avoir un impact sur les résultats en matière d'apprentissage.
Alors, nous avons aussi les systèmes de gestion d'apprentissage plus efficaces. C'est vrai qu'on a vu une grande expansion en la matière au cours des 10 dernières années, peut-être. On a des systèmes électroniques, mais la plupart du temps, ils ne sont pas très efficaces. Souvent, on dit oui, on doit les utiliser, mais lorsque l'on se penche vraiment sur la question, on voit que leur utilisation n'est pas très efficace. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce domaine émergent d'information géospatiale en matière d'enseignement. Et je connais quelqu'un qui a dit récemment qu'on pourrait faire de grands progrès si nous passions du paradigme que nous utilisons actuellement vers un autre algorithme, un nouvel algorithme. Et en fait, ici, il n'y aura pas beaucoup de changements nécessaires parce qu'on pourrait utiliser le même les mêmes technologies. Vous devez simplement utiliser un autre algorithme, mais avec les mêmes technologies. Donc simplement un peu de calcul mathématique finalement. Et les, les, les pays se demandent peut-être où c'était. Et en fait, cela était en France. Donc même dans les pays à haut revenu, eh bien, il y a encore de nombreux progrès à réaliser en matière d'efficacité. Et cela ne demande pas un changement de technologie, que ce soit chez les enfants ou chez les enseignants, mais cela demande plutôt une réflexion et un changement d'algorithme et de système. Cependant, ces choses sont déjà à échelle et beaucoup de personnes disent non, mais en fait, ce n'est pas possible. Et si, en fait, c'est tout à fait possible. Et donc, mon opinion, en étant à nouveau polémique ici, c'est que les choses ne vont pas pouvoir être mises en œuvre à échelle si on ne met pas les efforts nécessaires. Ce que je pense, c'est que si on ne réalise pas les efforts nécessaires, on n'y arrivera pas. Bien sûr, c'est polémique, mais si on veut que la technologie fonctionne, il faut que l'on regarde ce qui est déjà utilisé à la bonne échelle, ce qui est déjà utilisé à grande échelle, donc, parce que c'est la chose la plus sûre à faire. En fait, il faut regarder les choses qui sont déjà utilisées. Les enseignants ont la plupart du temps déjà un smartphone. Donc, travaillons avec cette technologie plutôt qu'avec une technologie auquel les enseignants n'ont pas encore accès, par exemple. Et puis, pour mes dernières minutes, je vais maintenant parler de quelques questions qui sont négligées et qui, selon moi, mériteraient d'avoir plus d'attention, pardon. Alors, nous avons ici les systèmes et les interventions holistiques. Alors, je pense que nous avons besoin d'une réflexion plus systémique sur cette question pour voir comment ces différentes initiatives peuvent fonctionner ensemble. Et je pense qu'ici, il y a beaucoup de possibilités pour les bailleurs de fonds, pour les donateurs, parce que souvent, nous ne faisons pas encore assez de liens et ces liens sont nécessaires pour être plus efficaces. Je pense que la question des handicaps, par exemple, aussi, est fort négligée. Et je pense que ici, travailler à plus grande échelle, et je me contredis ici, ça pourrait être beaucoup plus efficace. Les, et je pense que la question des réfugiés et des migrants est très importante aussi, parce que souvent, ils ont accès à différents dispositifs parce qu'ils doivent rester en contact avec leur famille. Et on pourrait voir donc comment on peut utiliser ces dispositifs pour qu'ils aient accès à l'éducation. On pourrait les soutenir pour qu'ils apprennent la langue de leur pays d'accueil, par exemple. Alors voilà, je suis désolée, je pense que j'ai pris un peu plus que les 10 minutes qui m'étaient allouées, mais j'aimerais vous rendre la parole et j'ai vraiment hâte de pouvoir avoir une discussion sur tout cela et je reste bien sûr disponible dans le chat pour toute éventuelle question. Merci beaucoup. Génial, merci beaucoup Bjorn. Nous avons déjà le premier commentaire de Janine Handel qui nous dit c'est pour cela que nous devons en apprendre davantage sur des initiatives à grande échelle qui ont réussi. Alors, j'inviterai maintenant
Tout le monde a utilisé le chat. Si vous avez des questions, nous allons maintenant continuer avec nos collègues. C'est incroyable que vous mettiez l'accent sur l'éducation plutôt qu'uniquement sur les technologies. Donc voilà, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? D'accord. Fabienne, est-ce que vous pourriez activer la vidéo de Lars, s'il vous plaît, pour qu'on puisse discuter? Alors, ce que j'aimerais demander à Bjorn, c'est que vous avez parlé... Ah, ok, revenons en arrière. Nous avons parlé du fait que les apprenants n'ont pas accès aux technologies et je pense que les programmes radio, c'est un réflexe que nous avons. Ok, ils n'ont pas accès à différents dispositifs, donc utilisons les programmes radio. Et vous avez mentionné le fait que les messages ne sont pas nécessairement disponibles pour les apprenants, mais plus pour les enseignants. Et donc, je pense qu'il existe des programmes, pardon, dans ce domaine. Et je me demandais, quelle est votre expérience en la matière? Est-ce que vous savez s'il y a des études qui se sont penchées sur les programmes radio, sur leur efficacité? Est-ce qu'on pourrait peut-être les accompagner de programmes davantage axés sur les messages? Y a-t-il des exemples dans ce... Alors, tout d'abord, oui, il y a des données qui montrent que lorsque les programmes radio sont accompagnés de matériel pédagogique imprimé ou de messages, ils fonctionnent mieux que les programmes uniquement axés sur les programmes radio. Donc, on a eu quelques exemples en Afrique, notamment. Donc, même avec les programmes radio, c'est une technologie très simple, mais il est quand même très facile de se tromper. Par exemple, les programmes radio étaient trop rapides. Moi, j'essaye toujours de parler rapidement lors de ces webinaires et parfois ma partenaire me dit, tu peux arrêter de me parler lentement parce qu'on n'est plus dans un webinaire. Mais je pense que ce sont des choses de base, vraiment. Mais il parlait trop rapidement sur les programmes radio. Et donc, on ne devrait pas simplement se dire que ça fonctionne. Il y a une conception, un design à respecter dans ces programmes également. Mais lorsqu'on les combine avec du matériel pédagogique imprimé sur papier, c'est une très bonne chose. Alors, on a vu que de nombreuses écoles, par exemple, avaient envoyé des notes écrites lorsque la pandémie nous a touchés. Et cela a été une réussite, ça a été très utile. Et donc, je pense qu'il y a des approches très intéressantes en la matière. Et je pense personnellement que nous devons avoir de meilleures transitions. Et lorsque l'on dit qu'on doit payer pour le matériel pédagogique et pour les droits d'auteur, eh bien souvent le coût numérique est différent du coût analogique. Et donc les pays doivent faire un choix à un moment. Et donc le choix se porte souvent sur le matériel papier. Et donc s'il y a le papier, il n'y a pas le numérique et inversement. Et donc, si tout était mieux structuré, vous pourriez avoir des transitions beaucoup plus fluides entre les programmes radio soutenus par du matériel papier, etc. Alors, pour ce qui est de la télévision, tout le monde n'a pas accès à la télévision, c'est vrai, mais dans certains pays, la télévision semble être plus populaire que la radio, par exemple. Et donc, je pense que nous devons réanalyser les points forts et réanalyser ce qui fonctionne le mieux, simplement. Merci beaucoup. Je vois que nous avons beaucoup de questions. C'est génial. Merci beaucoup. Alors, nous avons ici une question de Emmanuel Grunder qui dit que mettre en place des choses à plus grande échelle, ça peut être compliqué et pas nécessairement très efficace. Est-ce que vous avez l'impression que les donateurs changent leur point de vue en la matière? Est-ce que
Parfois, les projets ou les dons sont basés sur cette possibilité de, d'augmenter les projets, de les renforcer à plus grande échelle. Bon, alors maintenant, ça fait plus ou moins 2 ans qu'on est en pandémie et donc au début de cette dernière, je pense que nous avons vu des changements d'attitude, des changements de point de vue. Au début de la pandémie, il y avait des points de vue très très forts qui ont maintenant changé parce qu'on a vu que ça ne fonctionnait pas simplement. Alors je dirais que les donateurs changent d'avis petit à petit. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais la plupart, oui. Alors, je pense que nous devons être beaucoup plus critiques par rapport à une évaluation, une véritable évaluation de cette scalabilité aussi. Alors, souvent, euh, c'est une autre case, on écrit quelque chose, on dit oui, on a mis ce projet à plus grande échelle, c'est vrai, mais bon, moi, ce que j'aimerais voir dans les propositions de projet, c'est une théorie de changement beaucoup plus rigoureuse par rapport à cette question et une évaluation beaucoup plus rigoureuse des coûts euh, par enfant dans le contexte des finances qui sont vraiment disponibles pour les enfants. Donc voilà, je suis désolée, je pense que je dois être plus rapide ici. Dans tous les cas, merci beaucoup pour toutes les questions que nous avons déjà reçues. Nous essayerons d'y revenir pendant la discussion que nous aurons un peu plus tard. Maintenant, j'aimerais continuer avec la présentation. Nous avons demandé à 3 gestionnaires de projet de nous parler des plus grandes réussites sur lesquelles ils pensent pouvoir rebondir à l'avenir. Et la deuxième question, c'est de savoir quelle est votre perspective sur des évolutions prometteuses à l'avenir, parce que je pense que nous réfléchissons toutes et tous à cela. Mais j'aimerais d'abord donner la parole à Erka, qui est responsable de Skills for Job en Albanie pour Swiss Contact. Erka, la parole est à vous. Merci et bonjour tout le monde. Alors, quelques informations sur Skills for Job avant que je rentre dans le vif du sujet. Alors, c'est un projet qui est mis en œuvre par Swiss Contact en Albanie. L'objectif, c'est d'améliorer l'accès au marché de l'emploi pour les jeunes en leur offrant des opportunités de formation pertinentes sur la base de nouveaux modèles d'apprentissage en collaboration avec le secteur privé. Alors, ce projet est dans sa deuxième phase. Nous travaillons en collaboration avec 10 institutions dans 6 régions de l'Albanie. Et je vais vous parler rapidement de notre expérience en matière d'apprentissage hybride dans tout ce qui est enseignement et formation professionnelle. Alors, nous avons adopté une approche graduelle, donc au début seulement dans quelques régions, mais notre approche s'est intensifiée et bien sûr, nous l'avons mis en place dans plus de régions, même si nous venons d'apprendre que la scalabilité est quelque chose que nous devons prendre en considération, mais je pense que c'est tout à fait possible si nous utilisons les bons outils. Cependant, nous, depuis mars 2020, avec la pandémie, nous avons vu qu'il était nécessaire d'assurer une continuité de l'apprentissage dans toutes les écoles d'enseignement et de formation professionnelle. Depuis lors, près de 8000 étudiants, ce qui représente près de 25% des étudiants au niveau national, ont été atteints à différents niveaux grâce aux technologies de l'apprentissage. La plupart utilisent du matériel pédagogique sur différentes plateformes. Certains ont des cours virtuels, d'autres en présentiel. Il y a aussi des évaluations formatives sur ces plateformes numériques.
Nous voyons que les enseignants et les apprenants ont renforcé leurs compétences numériques. Il y a plus de motivation et d'engagement du côté des apprenants. Il y a plus de collaboration entre eux. Ils s'engagent davantage sur les plateformes numériques et ils sont plus satisfaits des documents qu'ils utilisent et des méthodes d'apprentissage. De leur côté, on a également vu une amélioration des pratiques d'enseignement du côté des enseignants. Il y a aussi une amélioration en matière de contenu numérique et d'utilisation des plateformes numériques. Alors, nous pouvons peut-être passer à la diapo suivante. Pour ce qui est des réussites que nous avons vues, eh bien, nous avons vu principalement des points positifs dans les écoles d'enseignement et de formation professionnelle. Nous avons pu développer du contenu numérique interactif, ce qui est très positif. Les enseignants et les experts ont développé et ont mis en place près de 400 cours qui sont maintenant disponibles sur une plateforme ouverte. On a également vu une capacitation et un coaching pratique pour les enseignants sous différentes modalités, donc en personne, de manière hybride ou uniquement grâce à des webinaires. Alors, nous avons également vu le développement de contenus numériques. On a également vu une amélioration de la personnalisation des plateformes d'apprentissage. Donc, Mesovet, c'est une plateforme d'apprentissage albanienne en langue albanaise, pardon, en langue albanaise, et cela Et permet cela d'avoir sert un de dépositaire pour le contenu numérique et également un outil d'évaluation pour les professeurs et la gestion et le gestionnaire de l'école. La plateforme a atteint le 10 000 utilisateurs. Et ils ont commencé avec 700 utilisateurs au départ, donc très grande progression. Maintenant, il y a plus plus de membres et cela permet de renforcer la coopération, le transfert de connaissances horizontales entre les professeurs. Les professeurs participent également aux événements de partage de connaissances pour échanger les meilleures pratiques et aussi pour donner leur euh, avis sur les difficultés rencontrées pendant la pandémie. Notre objectif est de nous fonder sur l'expérience déjà acquise et de tenter de maximiser le potentiel de nos accomplissements. En tant que tel, nous voulons continuer d'investir pour continuer à développer le matériel pédagogique numérique dans de nouvelles directions et pour atteindre un plus grand nombre d'étudiants et d'améliorer la plateforme d'apprentissage et numérique Mesovet afin qu'elle soit plus facile d'utilisation et plus efficace, créer des pôles d'excellence, des institutions d'éducation qui excellent dans plusieurs domaines tels que l'innovation, l'entrepreneuriat, la gestion, la participation du secteur privé, etc. Et tenter de personnaliser et les programmes d'apprentissage mixte et ceux pour les professeurs. Voilà certains des éléments que je voulais mentionner pour votre attention aujourd'hui. Merci infiniment de votre attention. Merci. Au Bhoutan, nous avons également adopté une approche d'apprentissage mixte. Nous avons commencé après la pandémie de la Covid-19. Nous avons été bloqués. Nous avons utilisé toutes les approches pour interagir avec nos étudiants
qui n'allaient pas à l'école. Donc, grâce au soutien du SDC, nous avons mis en œuvre un projet pour fournir un moyen d'apprendre de manière numérique aux enfants défavorisés. Nous avons réussi à combiner plusieurs modes d'apprentissage, des vidéos, par exemple, des, également nous envoyions le matériel pédagogique pour être imprimé, pour continuer à apprendre. Nous avons créé plusieurs vidéos, nous les avons mises en ligne et surtout nous avons utilisé la télévision nationale pour diffuser certaines leçons. En utilisant ces leçons vidéo, nous nous sommes rendus compte que cela nous permettait d'a- d'atteindre certains étudiants, mais d'autres pas, car certains n'avaient pas accès à une connexion Internet ou à la télévision. Et c'est là que nous avons décidé de mettre en place ce système de matériel pédagogique que l'on imprime soi-même. Cela nous a permis de continuer à interagir avec les étudiants. Cependant, comme certains des orateurs l'ont mentionné précédemment, nous avons été confrontés à plusieurs défis. Les professeurs n'étaient pas prêts, les infrastructures à l'école non plus. Par conséquent, nous avons adopté plusieurs modalités et nous avons vraiment été le fer de lance du ministère de l'Éducation et nous avons fait en sorte de rassembler toutes les parties prenantes et garantir la continuité du processus d'apprentissage. C'était le facteur principal qui nous a poussé dans nos efforts. Aucun donateur, aucune agence ne pouvait contacter toutes les écoles. Non, c'est le ministère de l'Éducation qui a dû s'en charger. Donc, nous avons, il a noué des partenariats avec les médias, des- le Conseil d'éducation royale, le gouvernement local, les parents. Et c'est cette coopération et cet effort que nous avons consenti de manière euh, collective qui nous a permis de nous en sortir. Et donc, une plateforme a également été mise en place pour, pour mm, mixer les différentes méthodes d'apprentissage, pour rassembler les différentes sources de matériel pédagogique afin de pouvoir vraiment atteindre les étudiants. Ils se sont rendus dans les villages, dans les communautés, et ils ont rassemblé les étudiants et leur ont enseigné les leçons sur la base du programme convenu. Donc voilà certains des accomplissements que nous avons réalisés. Alors pour ce qui est de la marche à suivre, eh bien, nous nous sommes rendus compte que nous devions nous pencher sur l'efficacité et la normalisation, voir si les programmes scolaires étaient véritablement adaptés. Et quand toutes les parties prenantes se sont rassemblées, elles ont créé un nouveau programme en se concentrant sur un mélange entre l'apprentissage en présentiel et à distance. Nous avons fait l'évaluation de ce travail et nous nous sommes rendus compte que la majorité des étudiants, des parents et les directeurs d'école, que c'était une solution efficace en ces temps de pandémie. Et donc, nous nous sommes appuyés là-dessus.
Ensuite, un programme de développement avec les professeurs a été adopté, hum, dans le cadre duquel des plateformes de technologie d'information et de communication ont été utilisées. Mais il demeurait quand même un fossé numérique qu'il convenait de combler pour garantir l'apprentissage de tous les élèves. Et à cette fin, une stratégie a dû être trouvée. Le gouvernement avait besoin d'une intervention euh, pour obtenir des subventions, mais et donc ce fonds-là, euh, c'est là ce qui a dû être fait. Mais il faut en tout cas que nous puissions nouer des partenariats, que nous puissions adopter une approche de partenariat pour numériser l'éducation, car aucune école ne peut faire cavalier seul pour pouvoir en toucher les étudiants. Il faut coopérer, il faut une intervention à un autre niveau. Nous devons continuer à nous concentrer sur ces plateformes d'apprentissage en ligne pour pouvoir vraiment atteindre tous les étudiants. C'est un accomplissement que nous avons réalisé et nous estimons que c'est une voie à poursuivre à l'avenir. Merci. Merci infiniment. Bonjour chers collègues, avec Olena, c'est un plaisir pour nous de vous présenter l'expérience ukrainienne de notre projet sur la gouvernance électronique. Alors juste pour vous planter le décor, en Ukraine, nous n'avions pas de domaines séparés dans l'éducation, mais l'éducation est un domaine transversal et dans notre projet, nous avons une composante très forte sur l'éducation. En- Dans notre projet IGAV est un projet donc, dans le cadre duquel nous appuyons les transformations numériques ambitieuses et les projets de transformation au sein du gouvernement ukrainien. Et on se concentre sur le soutien de la numérisation des services administratifs et sociaux. Nous fournissons des instruments de démocratie électronique pour aider à interagir, à améliorer l'interaction entre le gouvernement et les citoyens. Et le gouvernement élargit la fourniture de services électroniques qui sont faciles d'utilisation et qui revêtent une importance majeure car ils permettent d'éviter une certaine corruption. Il est essentiel que la demande soit là et que les citoyens soient à même d'utiliser ces outils innovateurs qui simplifient véritablement leur vie. Et, et à long terme, cela permet de bâtir une certaine confiance envers l'État. Nous avons participé à la création de la plateforme qui s'appelle DIA. DIA, c'est l'image de marque nationale pour la transformation numérique en Ukraine. Cette plateforme n'est pas seulement une plateforme basée sur Internet, il y a un véritable écosystème. Cette interface en ligne est mise en place, mais elle est très complexe. Elle associe plusieurs parties prenantes. Elle est opérée par le gouvernement et permet de toucher toutes les, tous les citoyens, les enfants, les adultes, tout le monde. Et cela vraiment permet de promouvoir le processus d'apprentissage. Cette plateforme a plusieurs cours qui sont délivrés dans un format novateur de divertissement éducation
Donc, par exemple, vous avez des questions, ensuite des tests, et vous ne passez à la suite qu'après avoir réussi le premier test. Et donc, il y a, par exemple, c'est quelque chose de très léger, parce que il y a des personnalités connues, des musiciens, des acteurs, des personnes du secteur privé, et ce sont ces personnes qui, qui donnent le contenu de manière très pratique. Les cours sont structurés et ciblés. Maintenant, nous avons plus d'un million d'utilisateurs qui sont inscrits sur la plateforme. Nous avons jusqu'à 70 euh, séries télévisées afin d'attirer les participants. Il faut d'abord que nous soyons actifs dans le monde réel, non numérique. Et c'est pourquoi nous avons créé les pôles dans toutes les municipalités ukrainiennes. Nous avons des bibliothèques publiques, par exemple, et il y a des centres pour les services administratifs, et c'est dans ces pôles que nous pouvons avoir un premier contact avec les personnes qui veulent acquérir des compétences numériques. Et donc, ces personnes peuvent obtenir une éducation euh, euh, hors ligne dans leur municipalité directement. Nous avons plusieurs ambassadeurs, des formateurs euh, sur l'alphabétisation numérique qui travaillent dans toute l'Ukraine et qui euh, diffusent ces informations aux gens qui ensuite peuvent s'inscrire sur la plateforme en ligne. En ce qui concerne nos accomplissements, nous avons vraiment réussi à créer un guichet unique pour l'éducation numérique qui couvre le pays dans son ensemble. Nous sommes parvenus à personnaliser les cours aux besoins des publics destinataires. Maintenant, il y a, par exemple, des élèves qui veulent devenir blogueurs, et donc il y a des cours spécifiques pour des personnes qui veulent devenir blogueurs YouTube, TikTok et autres. Et il y a également des cours pour apprendre comment éviter le cyberharcèlement. Il y a des cours bien spécifiques pour les fonctionnaires. Ces cours sont certifiés et sont liés aux qualifications des fonctionnaires. S'ils réussissent les cours, ils obtiennent un certificat et ils obtiennent une note et cela leur permet de monter en grade dans leur carrière. Et bah, un autre exemple assez intéressant, il a une actrice qui est vraiment euh, appréciée de tous les Ukrainiens, pardon, et elle explique comment se faire des amis, comment préparer des recettes, etc. Et pendant le confinement, de nombreuses personnes ont décidé d'opérer un changement de carrière et ils peuvent avoir accès à un grand nombre de cours de formation. Donc tout cela se trouve en ligne, mais certaines de ces séries parfois sont même euh, diffusées à la télévision et ça devient le pôle pour le partenariat entre les différentes parties prenantes, que ce soit avec l'État, société civile, le monde académique, mais aussi le secteur privé. Par exemple, certaines entreprises comme Mastercard financent le développement de ces cours euh, sur les compétences financières de base, par exemple. Et derrière, euh, derrière Diabo, la plateforme est populaire, mais l'objectif du ministère est, d'ici à 2024, d'avoir plus de 6 millions de personnes qui amélioreront leurs compétences numériques.
Notre Donc, objectif est de nous diffuser cette plateforme au plus grand nombre et d'atteindre ceux qui n'ont peut-être qui ne sont pas couverts par nos activités hors ligne et aussi de euh, créer des cours ciblés qui puissent intéresser les populations qui pensent déjà connaître énormément le monde numérique, mais il y a encore beaucoup à apprendre et pour avoir des compétences dans certains Alors, un autre objectif, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle, ce qui nous aidera à rendre la plateforme encore plus interactive et ce qui nous permettra également d'attirer plus de participants. Et bien sûr, l'objectif, c'est aussi d'avoir plus de partenaires et d'engager davantage le secteur privé. Parce que nous voyons que la possibilité d'être gagnant-gagnant est très importante lorsque nous avons l'État et les partenaires du secteur privé qui s'engagent tous les deux pour répondre aux besoins des clients, pour répondre aux besoins des citoyens. Et nous planifions aussi d'étendre pardon, le nombre de catégories disponibles. Par exemple, pour l'instant, nous avons une formation pour les médecins, par exemple. Donc, ce que nous voulons mettre en avant, c'est que les compétences numériques diffèrent de profession en profession. Et donc, nous voulons créer des cours spécifiques pour chacune des professions afin que toute la nation, finalement, puisse être alphabétisée de manière numérique et certaines compétences sont principalement offertes par l'État pour l'instant et donc nous voulons aussi améliorer cela. Donc je vais m'arrêter ici et je suis prête à répondre à toutes vos questions. Je vois que nous avons déjà quelques questions, quelques conversations dans le chat. Björn a déjà répondu à quelques questions. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser maintenant des questions aux présentateurs des différents projets. J'aimerais rebondir sur une des discussions que Björn et Roman ont eues dans le chat. Donc, L'une l'une de ces questions, c'est le rapport qualité-prix pour la scalabilité, notamment dans les zones rurales, parce que cela peut être problématique. Et donc, je me demande quelles sont les approches faisables pour atteindre les apprenants ruraux. Björn, est-ce que vous pouvez peut-être faire une petite déclaration rapide, une petite explication, et puis on pourra partager l'expérience du Bhoutan où vous travaillez beaucoup avec les apprenants dans les zones rurales. Et donc, je serais vraiment très intéressée de savoir quelles sont les meilleures façons d'atteindre ces apprenants. Leke, peut-être que vous pouvez commencer parce que je ne vois pas encore Bjorn. Oui, d'accord. Alors pour mon pays, nous avons travaillé principalement avec des zones rurales en fait, et je dirais que le plus difficile, c'est pour les personnes qui n'ont pas accès aux technologies du tout. Et donc nous étudions les écoles et nous encourageons pardon les écoles et les gouvernements locaux à mettre en place des partenariats avec nous pour encourager leurs étudiants à utiliser les technologies. Et puis nous voulons aussi obtenir le soutien des parents, ce qui est très très important, principalement dans les zones rurales. Parce que même si nous avons des plateformes, il est parfois difficile pour les apprenants les plus jeunes de comprendre comment les utiliser. Et donc ici, le soutien des parents est essentiel pour vraiment atteindre ces apprenants ou pour atteindre les enfants. Donc l'utilisation des applications de réseaux sociaux, ici au bouton Telegram, WhatsApp ou WeChat, l'application chinoise, ces applications sont beaucoup utilisées dans la plupart des zones très reculées. Et donc, les enseignants utilisent parfois ces plateformes pour communiquer avec les apprenants, pas seulement pour donner cours, euh,
Mais parfois, les enseignants créent aussi des groupes sur ces applications. Pour donner des devoirs, les corriger, pour communiquer, etc. Et les apprenants qui n'ont pas accès à ces applications, nous avons trouvé une autre approche, c'est-à-dire que les enseignants les contactaient directement. D'accord, très bien. Donc une combinaison de matériel pédagogique sur papier, d'applications, de contacts directs avec les enseignants. D'accord, génial. Björn, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose en lien avec votre expérience, votre perspective? Alors, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il s'agit là des bonnes approches. D'accord, génial, merci beaucoup. Ilona, euh, je pense que les apprenants sont aussi dans des zones très différentes, dans des zones rurales, dans des grandes villes. Est-ce que vous avez noté des différences? Comment avez-vous pu atteindre les apprenants dans les zones rurales avec votre programme? Quelle est votre expérience? Bien, merci beaucoup. Oui, alors en Ukraine, nous nous concentrons sur les territoires ruraux, tout d'abord, dans tous nos programmes. Et donc pour nous, c'est vraiment le public cible. Et la couverture Internet s'améliore rapidement, c'est vrai. Mais il faut quand même dire que dans les zones rurales, cette dernière n'est toujours pas idéale. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais il y a des bibliothèques, je dirais, ou en tout cas dans les bâtiments des municipalités, il y a des espaces ouverts ou des maisons de la culture, comme on les appelle, c'est-à-dire des centres communautaires où nous avons établi des pôles, des centres. Donc, en fait, ces bâtiments sont déjà présents, ils ont accès à Internet, et donc ce que l'on doit faire, c'est former les travailleurs de ces centres, donc par exemple les fonctionnaires, les bibliothécaires, etc., pour qu'ils soient des ambassadeurs numériques. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'avoir un sentiment de réseau numérique. Pour l'instant, le ministère fait vraiment un travail incroyable parce qu'il travaille sur l'établissement d'écosystèmes. Et donc, ils essayent d'organiser différentes réunions. Bien sûr, maintenant tout est en ligne parce que vous pouvez rassembler tout le pays dans une seule réunion Zoom, par exemple, ou dans un webinaire YouTube. Et puis, les gens ressentent ce sentiment d'appartenance. Ils essayent de faire le concours, combien de certificats ils ont, et surtout, ils essayent de voir comment ils peuvent partager ces connaissances. Et donc la création d'un réseau, le sentiment d'appartenance et avoir un objectif commun, c'est-à-dire améliorer la qualité de vie des citoyens grâce au monde numérique, eh bien cela aide vraiment à faire des progrès très rapidement. Oui, d'accord. Merci, merci beaucoup. Alors, ces intermédiaires, oui, je pense que c'est très important dans les zones rurales principalement. Comment atteindre ces intermédiaires, comme Roman l'a mentionné dans le chat, il me semble. Je pense que c'est un sujet qui mériterait de faire l'objet d'une discussion plus approfondie. Alors, Janine demande ce que l'on peut reconnaître dès à présent comme des évolutions qui ne seront pas compatibles en termes de rentabilité, notamment. Donc, il y a beaucoup d'études sur ce qui ne fonctionne pas. Et maintenant, on s'intéresse à ce que nous devrions peut-être éviter. Oui, alors nous avons une grande diversité dans cette réunion et donc nous avons bien sûr des pays à faible revenu, des pays à haut revenu, etc. Et je pense que bien sûr ce qui est important à dire, c'est que différentes choses fonctionnent dans différents endroits. Mais ce qui est important ici, c'est l'opportunité. Nous investissons beaucoup dans une perspective de recherche et d'exécution et nous devons devenir plus pratiques, plus réels si je puis dire.
pour les communautés les plus marginalisées, au Libéria par exemple, eh bien ça ne va pas faire la différence pour elles. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses par rapport à l'utilisation personnalisée des technologies pour les enfants qui ne va simplement pas fonctionner pour ces communautés. Et tout doucement, on se rend compte de cela. Mais c'est très important de s'en rendre compte vraiment. Je pense pour ce qui est des études, il y a aussi des bonnes études qui se concentrent sur l'utilisation optimale des technologies pour un enfant. Alors, je ne sais pas exactement, mais j'ai mis les informations dans le chat. Il y a cette fonction d'efficacité de l'enseignement et en fait, on se rend compte que ce n'est pas efficace d'apprendre 100% en ligne pour les enfants. Même pour les enfants au Royaume-Uni ou en Suisse, ce n'est pas la meilleure manière de faire. Et donc, il y a beaucoup de données qui arrivent par rapport à cela. Et donc, je pense que la question de l'opportunité du coût, c'est très important. J'ai entendu beaucoup de personnes au début du Covid qui disent d'accord. On sait que ça ne va pas fonctionner à 100%, mais c'est mieux de faire quelque chose que de ne rien faire du tout. Et en fait, ce n'est pas vrai. On sait que certaines interventions d'enseignement ont un impact négatif sur l'apprentissage parce que on s'éloigne de la classe. Et donc, je pense que nous devons ici prendre un peu de recul, y réfléchir plus en détail et analyser tout cela pour éviter les retombées négatives. Merci beaucoup, Björn. Alors, comme dernier point de discussion, j'aimerais peut-être revenir à la question de la mise à échelle, de la scalabilité. Et je pense que nous avons ici beaucoup de projets qui sont soutenus par la SDC. Et j'aimerais beaucoup avoir une approche nationale, mais je vois des différences en Ukraine, par exemple, où vous avez commencé au niveau national, vous avez rassemblé des gens au niveau national, alors qu'en Albanie, je vois davantage une approche où vous avez commencé avec plusieurs petites écoles et puis vous avez augmenté le nombre de ces écoles. Et donc, la question pour moi est la suivante. Pour ces deux approches, commencer petit et puis augmenter ou commencer au niveau national et déjà, à votre avis, quels sont les risques les plus importants de ces deux approches? Donc peut-être quel est le risque de votre approche lorsque vous commencez au niveau national et quels sont les risques de votre approche où vous commencez avec quelques écoles et que vous essayez d'augmenter votre portée? C'est une question très difficile, mais s'il vous plaît. Alors c'est une question très difficile, oui, mais très intéressante aussi. Donc quand on a commencé à petite échelle. Et puis, on a essayé d'avoir une approche progressive. Et donc ça, c'était vraiment notre approche. On essayait d'atteindre de plus en plus d'apprenants et d'enseignants, mais lentement. Ce n'était pas un problème. Et puis, la pandémie a en fait tout changé, je dirais parce que nous avions une base de 9 fournisseurs, nous avions une plateforme numérique, on commençait à développer du matériel pédagogique numérique qui pouvait être utilisé par nos partenaires, mais aussi par davantage de fournisseurs de services. Et donc le risque, c'était d'être une bulle fermée dans le système. Donc de créer des capacités et des technologies euh, avec seulement quelques fournisseurs de services et que les autres soient étrangers à cet environnement. Et donc, je pense qu'on a aussi essayé de changer cela en soutenant cette communauté de pratique. Donc, ce n'était pas nous ou le système qui demandions un changement, mais on a essayé tous ensemble de changer et de répondre aux différents défis sur la base de l'expérience de nos membres et de nos partenaires. Et puis, j'ai déjà entendu cette discussion aussi. Je pense que nous essayons aussi d'atteindre le plus de personnes possible, le plus d'apprenants possible, principalement les groupes les plus vulnérables.
Et donc, au début, on était très sceptique quant au fait de ne pas développer du matériel pédagogique qui pourrait être imprimé, par exemple. Mais on a changé de point de vue parce que c'était difficile pour tout le monde d'utiliser ce matériel. Et donc, aujourd'hui, il peut être imprimé, il peut être utilisé par les enseignants en classe grâce à un téléphone portable ou un projecteur pour que les étudiants puissent l'utiliser même s'ils n'y ont pas accès chez eux, par exemple. Et donc ça, ce sont des mesures que nous avons prises pour avoir une approche fluide euh, pour répondre à ces défis aussi. Oui, d'accord. Merci beaucoup, RK. Ilona, depuis l'autre perspective, quels sont les défis que vous avez rencontrés? Merci beaucoup. Alors en fait, l'Ukraine supporte beaucoup la décentralisation, donc nous avons beaucoup de projets qui soutiennent une réforme de décentralisation dans notre pays. Mais pour ce qui est de la transformation numérique, nous nous sommes rendus compte que la meilleure manière de faire, c'était de centraliser les choses. Parce qu'avec les outils numériques, vous avez directement une économie d'échelle. Vous éliminez directement les risques d'incompatibilité des différents systèmes aussi. Et le fait d'avoir une approche, une norme unifiée pour utiliser les outils et les instruments numériques est beaucoup plus efficace. Principalement, par exemple, le coût de notre plateforme, c'est 100 000 francs suisses. C'est une plateforme informatique en soi, mais chaque cours, chaque formation coûte entre 5 000 et 10 000 francs suisses. Mais ils atteignent directement des milliers et des milliers d'apprenants. Et donc, commencer au niveau national, ça nous aide à avoir des bénéfices financiers très importants, un ratio de rentabilité très positif, et ça nous permet aussi d'éviter les risques d'incompatibilité des différents systèmes. D'accord, alors ce serait très intéressant, je pense, de continuer, mais j'ai bien peur que nous n'en arrivions à la fin de ce webinaire. Et j'aimerais vous inviter à cliquer sur Voter à droite de votre écran. Vous devriez voir une question à laquelle vous devez répondre. Euh, Est-ce que ces discussions, est-ce que ces présentations ont été inspirantes pour vous? C'était notre objectif aujourd'hui et nous aimerions que vous choisissiez la réponse qui vous correspond le mieux. Donc très inspirant, moyennement inspirant, pas inspirant du tout. S'il vous plaît, soyez honnête. Il s'agit de toute façon de vote anonyme. Ça reste, les trois options sont tout à fait valables parce que ce serait intéressant pour nous de voir les résultats. Alors, les résultats arrivent doucement et je suis ravie de voir que la majorité disent que c'était très inspirant. Donc, merci beaucoup. Merci à nos différents présentateurs également pour leur travail. Maintenant, je vois que cela a été publié, il me semble. Est-ce que vous le voyez toutes et tous? Nous avons beaucoup de voix pour très inspirant, ce qui est très bien. Et puis, nous passons à la deuxième question que Fabienne lance maintenant, normalement. Cette question est liée... Attendez un petit instant. Je cherche la question en fait que j'ai perdue, il me semble. Ah, voilà. Alors, j'attends simplement la question suivante qui vient de Fabienne. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir appliquer quelque chose que vous venez d'apprendre dans les 90 dernières minutes? Alors, vous avez l'option oui, l'option probablement et l'option non, pas du tout. Et pour nous, c'est très important que vous puissiez utiliser ce dont on a parlé parce qu'on veut vraiment avoir un effet pratique, un impact pratique par rapport à ce que l'on fait ici au sein de la SDC. Ok, c'est génial. Merci beaucoup.
Et avec ce sondage, j'aimerais rendre la parole à Lars. Je remercie tous les participants de mon côté et je laisse la parole à Lars pour la clôture de cette réunion. Merci beaucoup. Merci infiniment, Ours. Bonjour, je suis Lars, un membre de l'équipe de développement économique inclusif. Je pense que ce fut un programme vraiment riche et stimulant. Le webinaire de ce jour et également, euh, nous avons pu voir trois exemples concrets du terrain, de la façon dont la formation professionnelle, l'apprentissage a été adapté. Les équipes ont fait preuve de créativité et de célérité, car elles ont dû mettre en place des solutions numériques pour les étudiants. Nous avons pu également voir le guide technologique, les différents euh, des études de cas qui ont été présentées aujourd'hui. C'est un véritable accomplissement et je félicite tous les membres de l'équipe. Euh, Aussi, ça, ça vaut la peine de regarder le document qui vous a été transmis. Nous avons également pu obtenir des, euh, les contributions du développement au niveau mondial sur les projets en interne du SDC. C'est une organisation qui est désireuse de vraiment pousser pour le changement. Cela est une excellente expérience d'échange et nous devons vraiment tirer pleinement parti de ces opportunités. Pendant cette journée et pendant ce webinaire, j'ai remarqué trois mots-clés, à savoir les tendances, les dynamiques et la flexibilité, l'adaptation. Je vois que le son de Lars a été coupé. Attendons un peu, sinon je vais moi-même clôturer la réunion. Pour ceux qui sont toujours là, alors là nous avons dépassé le temps qui nous avait été imparti, j'en suis conscient. Ce qui serait très intéressant, c'est d'obtenir dans le chat vite fait un petit avis, selon vous, de ce qui était le plus intéressant. Quand vous, quand vous repensez à ce qui a été fait, selon vous, qu'est-ce qui était le plus intéressant? Vous en serez vraiment gré si vous pouviez inscrire cela dans le chat. Deuxième chose qui nous intéresserait vraiment, c'est que vous nous disiez s'il demeure encore des questions que vous aimeriez que nous abordions à l'avenir. Si vous voulez que nous en parlions, et car nous avons en- encore beaucoup de chemin à parcourir ensemble et nous sommes toujours intéressés de savoir. Ah, Lars, je viens de demander de poser les deux dernières questions, mais je pense que vous ne m'entendez pas. Alors, de mon côté, maintenant, ce que j'ai à vous dire, c'est merci infiniment de votre participation. Veuillez, s'il vous plaît, utiliser le chat. Je vais rester là encore quelques minutes. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Merci de votre participation. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir.